L'effondrement du toit d'un bâtiment neigé en Pologne a provoqué la mort de 66 personnes. Il y a 141 blessés, une tragédie nationale. Les recherches ont été pratiquement arrêtées. Maintenant vient l'heure des questions et de la polémique sur la sécurité. En France, des pluies diluviennes dans l'Hérault ont provoqué la montée des eaux. Un homme a été emporté hier dans la région de Béziers. Par ailleurs, 30 000 habitants de l'Aude et du Tarn sont toujours sans électricité en raison de la neige. Arcelor décide de contre-attaquer. Le géant de la sidérurgie, numéro 2 européen, refuse l'OPA hostile du groupe indien. Un conseil d'administration a eu lieu cet après-midi au Luxembourg. Et puis l'inquiétude grandit. On est sans nouvelles de l'alpiniste Jean-Christophe Lafaille, parti en solitaire à l'assaut d'un des sommets de l'Himalaya au Népal. Il n'a pas donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi. Demain, des recherches aériennes devraient commencer. Cinéma enfin, avec la sortie très attendue des Bronzés 3, Amis pour la vie. Les années ont passé, les acteurs emblématiques se sont retrouvés 27 ans après, les mêmes empires pour de nouvelles aventures. Madame, Monsieur, bonsoir. En Pologne, les drapeaux sont en berne. 3 jours de deuil national ont été décrétés après l'effondrement dû à la neige du toit d'un hall d'exposition dans le sud du pays. Le gouvernement parle ce soir de la plus grande catastrophe que la Pologne démocratique ait eu à affronter. 24 heures après le drame, alors que des centaines de sauveteurs ont travaillé sans relâche, il n'y a plus de chance de retrouver des survivants. Le dernier bilan, je vous le disais, fait état de 66 morts et 141 blessés. Philippe Visserias. À la place du hall d'exposition, un trou béant, grand comme un terrain de football. Un enchevêtrement de poutres métalliques et de tôles froissées qui ont transformé ce bâtiment moderne en piège mortel. Ces images ont été filmées au même endroit hier après-midi, juste avant le drame. Plus de 500 visiteurs venus de toute l'Europe centrale, mais aussi de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, sont rassemblés pour une exposition consacrée aux pigeons voyageurs. Tout à coup, un grand bruit, alourdi par la neige, le toit s'effondre. Nos amis sont encore coincés sous la ferraille. J'ai essayé de les sortir, mais je n'ai pas réussi. 1300 sauveteurs accourent sur les lieux. Les survivants sont rapidement évacués. Certains d'entre eux pourtant restent pour aider les secours. Je me suis abrité sous une voiture, puis, comme j'avais sur moi une lampe torche et un téléphone portable, je suis ressorti et j'ai commencé à chercher des blessés. Comme cet homme, des dizaines de personnes sont coincées sous les décombres. Il faut faire vite, il fait froid, moins 15 degrés. Pour les maintenir en vie, on apporte des turbines qui vont insuffler de l'air chaud. À 22 heures, le dernier blessé est évacué. Dans les décombres, les sauveteurs ne se font alors plus d'illusions. À la mi-journée, les recherches sont arrêtées. Avec la plus grande des compassions, toute la Pologne prie pour les âmes des disparus. Notre Église se joint à nos prières. Sur les lieux de la catastrophe, ce soir, l'heure est au recueillement. Partons à présent pour les hôpitaux de la région de Katowice qui a accueilli l'essentiel des blessés. C'est là que se retrouvent les familles des disparus à la recherche d'un proche. Ceux qui ont eu la chance de s'en sortir vivants témoignent. Stéphane Bretner, Jérôme Benny. Richard Kochniki n'aurait manqué pour rien au monde le rassemblement de Chorzo. Ce colombophile a fait spécialement le voyage de France, mais à 17h15 hier, tout a basculé. On entend un avion qui tombe. On lève les yeux, tout le toit se déforme comme un morceau de papier aluminium. Alors j'ai eu la présence d'esprit de nous prendre tous les 5 et de les jeter par terre, d'aller en dessous d'une table, qui est rien à côté de ça, mais qui, je pense aussi, nous a sauvés. Les salles, les couloirs, hier soir, il n'y avait pratiquement plus de place à l'hôpital. Un à un, les blessés sont arrivés présentant les mêmes symptômes après une telle catastrophe. Fractures, traumatisme, écrasement. Ce sont tous des miraculés qui ne doivent leur vie sauve qu'un coup de pouce du destin. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. 2 policiers m'ont aidé, ils ont réussi à me tirer sur quelques mètres. Ils ont secouru aussi 2 garçons à côté de moi. J'avais l'impression que ça n'en finissait pas. Et ce froid terrible. Dans la salle d'attente, les familles n'ont même pas de quoi oublier leurs inquiétudes parce qu'ici, on amène aussi des morts. Tout est bon pour avoir des nouvelles. Des listes de blessés accrochés au mur, la photo d'un disparu que l'on espère revoir un jour.
J'étais dans le hall avec mon fils quand j'ai entendu un grand bruit. Je me suis enfui et là, je viens d'apprendre que mon fils est mort. Cet après-midi, devant les lieux de la catastrophe, Frédéric Barche, un Hollandais, est venu retrouver ses amis. Comme beaucoup d'autres hier soir, il s'est retrouvé coincé sous un tas de tôle. J'ai appelé ma mère et mon ami pour leur dire que j'étais en vie. Et puis mon père. Mais là, j'ai compris qu'il était mort, juste à côté de moi. Ce soir, tous les drapeaux du pays ont été mis en berne pour respecter un deuil national de 3 jours. Nous vous retrouvons en direct de Chorzów en Pologne. Jérôme Boni, après les bilans, les questions, chacun se demande ce soir si les mesures de sécurité ont été respectées et la polémique commence à s'installer. Oui, effectivement. Alors les secours, les policiers comme les pompiers affirment que l'effondrement de ce grand toit plat qui faisait à peu près la superficie d'un terrain de football est dû à l'accumulation de la neige, à des tonnes de neige qui étaient accumulées sur cet immense toit plat. Alors, le responsable de ce hall d'exposition affirme, lui, que la neige avait été régulièrement balayée. Affirmation contredite par ce monsieur, ce Français d'origine polonaise que vous avez entendu au début du dernier reportage, qui nous a dit qu'effectivement il y avait une épaisse couche de neige sur ce toit. Et d'autre part, il a entendu des Polonais expliquer que normalement, 3 jours avant cette réunion de colombophiles, eh bien on devait déblayer le dessus du toit de toute cette neige et que ça n'a pas été fait pour des raisons qu'il ignore, peut-être pour des raisons d'économie. Bon, le parquet ici a ouvert une enquête. Vous savez que des jours jusqu'à mercredi de deuil national ont été décrétés par le président polonais pour cette catastrophe la plus grave en ce qui concerne des effondrements d'immeubles dans l'histoire de la Pologne, mais qui aurait pu être encore plus grave, puisqu'en début d'après-midi, il y avait 7000 personnes sous ce toit. Merci Jérôme Boni de ces précisions. En France, il n'y a plus aujourd'hui qu'une vingtaine de départements vigilance orange. La situation s'améliore globalement, mais le mauvais temps touche encore la vallée du Rhône et une partie du sud. Dans l'Hérault, les pluies des plus importantes, poussées par des vents violents, ont provoqué la montée des cours d'eau qui ont atteint leur cote d'alerte. Mais selon les autorités locales, aucune inondation de grande ampleur n'est pour l'instant annoncée. Laine Vergne, Pascal Ponce. Le fleuve Hérault gronde, atteignant par endroits sa cote d'alerte. Dans la ville d'Agde, sur les berges, les riverains sont venus voir par eux-mêmes et repartent plutôt rassurés. J'habite juste à côté et je voulais pas voir si ça allait pas inonder mon parking parce que je suis dans une zone inondable. Voilà, c'est tout. Et là, ça vous rassure? Oui, parce que j'ai vu plus que ça. J'ai fait une tournée sur le secteur de Bias et Agde. C'est vrai que les terrains sont pas mal trempés et même inondés. À savoir ce qui va arriver du dessus, ça on ne le sait pas pour l'instant. Depuis hier, la ville est donc sous surveillance, à l'image de l'ouest du département. Une quinzaine de routes est toujours impraticable. Il faut dire qu'en 24 heures, de 100 à 150 mm d'eau sont tombés. On attend aussi de l'eau qui vient peut-être un peu de plus haut dans le département. Et puis les zones tampons tout au long de son cheminement absorbent systématiquement. On pense avoir de l'eau, mais pas catastrophique. Si les débordements sont restés limités, c'est aussi en grande partie grâce à ces bassins de rétention naturels, champs et vignes. La situation est donc en nette amélioration, mais le niveau de vigilance orange est maintenu. Même si les précipitations ont faibli, comme le vent d'ailleurs, reste que la conjonction à la fois des précipitations et de la fonte des neiges fera un apport d'eau qui nécessite une vigilance. Prudence donc. Dans l'Hérault, un homme a été porté disparu, emporté par les eaux d'une rivière. Les opérations de recherche ont été suspendues. Dans l'Aude et le Tarn maintenant, ce sont 30 000 personnes qui étaient en fin de journée toujours privées d'électricité. Plusieurs centaines de techniciens EDF sont sur place et tentent d'accélérer les réparations sur des lignes qui employaient sous le poids des pluies verglaçantes. Yvan Martinet, David Bresse. D'ordinaire, c'est une route, mais ce soir, c'est un chantier. Dans le sud du Tarn, la nationale 112 est interdite, trop dangereuse. Les arbres y ploient sous la glace et bien souvent fléchissent sur les lignes électriques. Alors tant bien que mal, dans ce décor tourmenté, les hommes d'EDF se feraient un chemin. La problématique, vous l'avez vu pour arriver jusqu'ici, c'est une circulation qui est très compliquée, très difficile. Les axes principaux sont accessibles, les axes départementaux relativement, mais ensuite derrière c'est un gêne tout-terrain et beaucoup d'arbres en travers des routes.
Des renforts devraient arriver cette nuit. En attendant, une centaine d'agents part au plus pressé. Réparation de fortune, là, une branche fera l'affaire. Tout près d'ici. Le dimanche, Soraya et Youssef aiment beaucoup regarder Michel Drucker. Cet après-midi, ils ont dû s'en passer. Je ne pourrai pas cuisiner non plus, je n'ai plus d'eau chaude, je ne pourrai pas doucher les enfants et prendre une douche nous-mêmes. Pas de machine à laver, pas de sèche-linge. On est vraiment déconnecté de l'extérieur. Comme eux, 30 000 personnes à travers l'Aude et le Tarn sont ce soir privées d'électricité. Et les pompiers n'échappent pas à cette panne. Il n'y a plus de radio. D'ailleurs, ce matin, on a eu plus de radio. On a reçu les messages par téléphone. Ce soir, une pluie verglaçante tombe toujours sur le Tarn. Voyons maintenant ce que Météo France prévoit pour demain, lundi. Une vigilance orange dans plusieurs départements du sud, avec au programme encore de la neige, du verglas et de la pluie. Sont concernés les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, les Landes, l'Hérault, l'Ariège, l'Aude, le Gers et la Haute-Garonne. Dans l'affaire d'Outreau, après le témoignage de chacun des acquittés, la commission d'enquête parlementaire devrait entendre le 8 février prochain le juge Burgot, désigné comme le principal responsable du désastre judiciaire. Pour l'heure, un des anciens accusés a fait savoir qu'il n'assisterait pas à ce procès télévisé. L'abbé Vielle ne veut pas participer à la curée, estimant par ailleurs que c'est toute l'institution judiciaire qui est en cause. Marianne Mas, Patrick Wursthoff. Sa décision est prise, il n'ira pas. D'abord parce que le 8 février, il a rendez-vous à l'office HLM d'Outreau pour obtenir un logement. Mais surtout parce qu'il refuse de s'associer à ce qu'il estime être finalement le procès d'un juge, qui n'est pas le seul responsable. On est en train d'en faire un bouc émissaire et les images qui vont être données sur la chaîne parlementaire, ça va accentuer cette focalisation sur la responsabilité du juge, ce qui va être regrettable. Mal à l'aise, Dominique Vielle, qui se représente déjà la scène et redoute ce qui va se passer après cette audition. On va avoir le juge qui va s'exprimer de la même façon qu'à Saint-Omer, les mêmes arguments, on ne pourra pas intervenir, on sera obligé de l'écouter et au fond, ça va nous faire plus de mal que de bien. Ce jour-là, ils seront de simples observateurs, mais tous les autres acquittés d'Outreau ont besoin d'y être pour voir le juge en face. Je vais le regarder droit dans les yeux pour lui faire voir le mal qu'il nous a fait, quoi. Le fait de le voir prêter serment puis de voir ce qu'il va dire. Voir s'il va reconnaître les menaces qu'il m'a dites, tout ça, quoi. Il ne va pas être à l'aise. Mais nous n'avons pas été à l'aise lorsqu'on était devant lui et qu'il nous accusait à tort. Ce matin, ils étaient tous reçus pour impôt amical par le maire d'Outreau. Si j'y vais, c'est uniquement pour tempérer. L'audition du juge Burgot par la commission d'enquête parlementaire était au centre de toutes les conversations. Une journée qu'ils attendent avec espoir et inquiétude. Les prix des travaux de rénovation en France vont-ils continuer à bénéficier d'un taux, d'une TVA à taux réduit? C'est tout le secteur du bâtiment qui est concerné. Et le gouvernement français se bat bec et ongle pour convaincre les derniers récalcitrants de l'Union. La République tchèque et Chypre ont finalement donné leur accord. Reste la Pologne. Thierry Breton se dit prêt ce soir à lui accorder un délai supplémentaire de réflexion. Elsa Pallo, Madi Diawara. Et si, tout d'un coup, ces travaux coûtaient 14% de plus? Un scénario catastrophe pour les clients, mais aussi pour les professionnels du bâtiment. Depuis 1999, ils bénéficient d'une TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation. De quoi attirer le chaland et favoriser l'emploi. La menace d'un retour à une TVA plus forte fait donc frémir les professionnels qui parlent de 60 000 emplois en danger. Il y aura un choc psychologique très important au niveau de nos clients, un blocage total au niveau des commandes et par conséquent une perte très importante d'activité pour l'ensemble de nos entreprises de bâtiments. Et il y a bien péril en la demeure. Mardi dernier, 3 pays européens ont bloqué un accord qui permet de prolonger cette réduction de TVA jusqu'en 2010. Mais après de multiples négociations, la République tchèque et Chypre ont finalement accepté cet après-midi. Reste la Pologne. Les négociations avancent et avancent bien avec l'ensemble des parties, évidemment avec la Pologne. Il y a eu un drame ce matin en Pologne, en Silésie, comme vous le savez. Il est évident qu'on donnera le délai supplémentaire pour que l'on fasse comme avec la République tchèque, qu'on trouve la façon que tout le monde tombe d'accord. Un délai supplémentaire qui ne va pas réjouir les dizaines de milliers d'artisans français. La plupart de leurs commandes sont suspendues en attendant une réponse européenne définitive.
Les grandes manœuvres ont commencé après l'OPA hostile lancé par le géant indien sur le groupe Arcelor. Le numéro 2 mondial de la sidérurgie a décidé de contre-attaquer. Le conseil d'administration qui s'est tenu au Luxembourg cet après-midi a rejeté l'offre de Mittal Steel, dont est propriétaire à près de 90% un milliardaire indien, troisième fortune au monde. Il sera à Paris demain pour tenir une conférence de presse. Les enjeux sont considérables. Christelle Marquier. Face à l'offensive de Mittal Steel, Arcelor riposte. Ce soir, au siège du groupe européen au Luxembourg, les administrateurs ont rejeté à l'unanimité l'OPA lancé vendredi par le numéro 1 de l'acier. Mais rien n'est encore joué. Mais il faut convaincre maintenant les actionnaires. Ce sont eux en principe qui ont le dernier mot et c'est l'importance du dossier dressé qui doit convaincre et qui peut convaincre. La menace vient de cet homme, Lakshmi Mittal, troisième fortune mondiale, à la tête du leader de l'acier Mittal Steel. Son empire, il l'a bâti en rachetant des usines notamment en Europe de l'Est. Mittal Steel, c'est 175 000 salariés dans 25 pays. Arcelor emploie 94 000 personnes dans 60 pays. Une fusion donnerait naissance à un géant de l'acier qui contrôlerait 10% du marché mondial. En France, Arcelor emploie 27 000 personnes. Dans cette usine du groupe en Lorraine, la menace d'une OPA inquiète les salariés. Peut-être qu'il peut y avoir des risques de licenciement et puis de fermeture des sites. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Je ne sais pas maintenant si ça va tenir, si on risque d'être muté ailleurs ou quoi. Il faut voir s'ils gardent la société ici ou pas. Le ministre de l'économie, Thierry Breton, devrait recevoir demain le PDG de Mittal Steel. Ce soir, il s'est dit choqué par les méthodes employées par le groupe. Politique avec la fin du congrès extraordinaire de l'UDF. François Bayrou, plébiscité par ses adhérents, se débarrasse de tout lien avec l'UMP. L'UDF est désormais clairement un parti libre qui veut construire une majorité nouvelle pour 2007, dit le patron de l'UDF, candidat affiché pour la présidentielle. Il se lance dans la bataille. Émilie Lançon, Mathias Barrois. François Bayrou l'avoue, il est ému. Plus de 90% des militants de l'UDF approuvent sa stratégie d'indépendance vis-à-vis de l'UMP. Libre, c'est le nouveau slogan du parti. Et pour bien montrer qu'il ne s'agit pas que d'une formule, le président de l'UDF s'en prend au gouvernement à propos des banlieues. Les journaux télévisés n'ont pas plutôt changé de titre que la crise des banlieues a été totalement effacée de l'esprit même et de l'expression même de ceux qui prétendaient, la main sur le cœur, en faire désormais la priorité nationale. Ni dans la majorité, ni dans l'opposition, l'UDF se veut ailleurs. Être différent, être autre, être rebelle quand il le faut et ne pas céder, voilà ce que nous avons choisi. Les militants, eux aussi, veulent couper le cordon avec l'UMP et sont derrière leur candidat pour 2007. Plutôt de mettre le parti libre, on pourrait mettre le parti libéré. Nous nous sentons complètement libres parce que nous sommes vraiment au centre. Par rapport au PS et à l'UMP, nous avons un autre projet de société, un projet de société à la fois libéral et social. Et à l'UDF, les militants rêvent de voir François Bayrou aller encore plus loin, jusqu'au second tour de l'élection présidentielle. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord le Proche-Orient. Après la victoire écrasante du Hamas, comment réagit la société israélienne? Si près de la moitié se dit prête au dialogue, selon un récent sondage, d'autres refusent catégoriquement toute discussion avec le Hamas. C'est le cas de la majorité des colons. Reportage en Cisjordanie, Dorothée Oliéric et Alon Greco. Bethel, cela veut dire la maison de Dieu. Dans cette colonie juive vivent quelques 5000 personnes. Un monde à part, un camp retranché, à portée de main, à portée de fusil aussi, de la ville palestinienne de Ramallah. David vit depuis 18 ans de ce côté des barbelés. Il a assisté à la victoire du Hamas aux premières loges. C'est un véritable cauchemar parce qu'avec ces personnes-là, il n'y a pas de possibilité de discussion. Et ce n'est pas parce qu'ils voudront reconnaître plus ou moins l'existence de l'État d'Israël ou peut-être même engager des négociations que cela va changer leur objectif. Leur objectif est d'islamiser toute la région. Islamistes et juifs religieux, deux mondes qui semblent toujours inconciliables aux yeux de David. La communauté de Bethel a d'ores et déjà renforcé les patrouilles depuis la victoire du Hamas. Pendant l'intifada, 6 personnes de la colonie juive ont perdu la vie, victimes d'attaques palestiniennes. Difficile d'oublier la violence, difficile aussi pour la famille Shapira d'envisager l'avenir. Juifs religieux,
Ils voudraient vivre en paix, mais ils ne sont pas d'accord pour remettre leur destin entre les mains d'intégristes du Hamas. Ce n'est seulement qu'à travers des négociations avec le côté palestinien, et je dis le côté éclairé des Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, que nous pourrons arriver à un accord. Yoel a perdu sa femme et sa fille dans un attentat. Paradoxalement, il ne craint pas l'arrivée au pouvoir du Hamas. En fait, le Hamas a toujours dirigé les choses, mais pas officiellement. Maintenant qu'il a le pouvoir, on verra s'il veut toujours détruire Israël. Qu'il essaye et notre armée l'écrasera. Un discours qui cache aussi une peur, celle de perdre leur colonie. Ici, personne ne veut vivre ce qu'ont vécu les colons chassés de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd'hui que le Hamas ne jouirait d'aucune immunité s'il était impliqué dans de nouvelles attaques terroristes. Un discours ferme qui rassure un peu les colons. Et au plan politique, le Premier ministre israélien par intérim, Ehud Olmert, appelle la communauté internationale à un boycott du Hamas. Israël n'aura aucun contact avec les Palestiniens, à moins qu'ils renoncent au terrorisme et reconnaissent le droit à l'existence d'Israël. Pour sa part, la chancelière allemande, qui entame une visite en Israël et dans les territoires, ne rencontrera aucun représentant du parti radical, mais s'entretiendra avec le président Mahmoud Abbas. Le procès de Saddam Hussein a repris aujourd'hui avant d'être rapidement ajourné. Une audience tumultueuse avec cet échange entre le nouveau président du haut tribunal pénal irakien et Saddam Hussein. أنا 35 سنة أخوتكم تقول اخرجوه يعيب عليك. أنا قاضي يعيب عليك. أنا قاضي وأنت متهم. أنا قاضي وأنت متهم وأخللت بنظام الجلسة. Enfin, en Irak, toujours, ce sont des églises à Bagdad et à Kirkouk qui ont été la cible d'attentats à la voiture piégée. 6 attentats coordonnés. Les lieux de culte chrétiens avaient déjà été visés en 2004 par une vague d'attentats similaires. Les chrétiens d'Irak représentent moins de 3% de la population du pays. Au Liban, cette journaliste vedette est considérée comme le symbole de la liberté d'expression et du combat contre le régime syrien. Visée par un attentat en septembre dernier, elle vit désormais en chaise roulante. Elle a décidé aujourd'hui d'entrer en politique et de se présenter aux élections législatives partielles. Samassoula, Franck Brisset, Dominique Bonnet. Mutilée mais bien vivante, Maichi Diak revient de loin. Son sourire, tous les Libanais le connaissent. Celui d'une présentatrice vedette, ne mâchant pas ses mots dans ses émissions politiques ouvertement anti-syriennes. En présentant cette dernière émission le 25 septembre dernier, la journaliste ne se doutait pas qu'une bombe placée sous son 4x4 allait lui arracher le bras et la jambe. Aujourd'hui, à Paris où elle est soignée, Maichi Diak annonce qu'elle se lance dans la politique. Elle est candidate à un poste de députée près de Beyrouth avec ce but. Retrouver au sens du mot la vraie souveraineté et l'indépendance du pays. Et c'est un but pour lequel je travaille depuis longtemps. Et c'est un but qui m'a coûté cher, comme vous le savez bien. Dans ce centre de rééducation en région parisienne, Maichi Diak se reconstruit 4 mois après l'attentat. Tout mon corps est déchiqueté, mais j'accepte. Des fois, je me révolte contre cette réalité, mais en fin de compte, j'accepte mon sort et je me dis, c'est la volonté de Dieu finalement. Il a voulu que je reste vivante. Elle devra attendre 3 mois pour qu'on lui pose des prothèses. Elle sait qu'elle aurait pu subir le même sort que son ami Gebran Touaini, venu à son chevet dans cette même chambre, 2 jours avant d'être tué dans un attentat à Beyrouth. Ce sont les dernières images de lui. Même en France, Maichi Diak a une protection rapprochée 24 heures sur 24, elle qui s'y était toujours refusée. Elle retournera au Liban avec la même détermination. Je vais montrer à ceux qui ont voulu me détruire psychiquement et physiquement qu'ils ont échoué. L'an dernier, il y a eu 14 attentats au Liban. Un seul a visé une femme, la seule à avoir survécu. C'est demain que Jacques Chirac annoncera la date retenue pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage. Le passé colonial de la France avait fait polémique ces dernières semaines. Le président de la République souhaite apaiser les esprits et réunir les Français autour d'une image de cohésion nationale. Daniel Wolfram revient pour l'occasion sur les pratiques négrières et pas seulement en Occident. Tout est parti de ces quais aujourd'hui désertés. À Bordeaux comme à Nantes ou La Rochelle, 3 siècles durant, des milliers de vaisseaux ont appareillé vers l'Afrique pour y chercher leur cargaison de nègres, comme on disait à l'époque.
La marchandise ainsi entassée fournira la main-d'œuvre aux plantations des Antilles ou des Amériques. Mais les routes de l'esclavage sont plus complexes. 3 grandes traites cohabitent. La première traverse le Sahara, elle est le fait de commerçants musulmans. La traite orientale touche 17 millions d'Africains, ainsi déportés vers le nord. Le deuxième commerce concerne les Africains eux-mêmes, des tribus négrières et leurs rois, utilisent massivement des esclaves. La traite interafricaine touche 14 millions d'hommes. Enfin, la traite atlantique est le fait des Occidentaux, Anglais, Français, Portugais ou Espagnols. Ils achètent sur les côtes africaines 11 millions d'esclaves échangés contre des armes et de la verroterie. Ils seront vendus aux planteurs de sucre des Amériques et des Antilles. Les révoltes sont rares. Celle massive de 1791 en Haïti est à l'origine de la première république noire du monde dès 1804. Entre-temps, la révolution décide de l'abolition, puis l'esclavage est rétabli par Napoléon avant d'être définitivement aboli dans les colonies françaises en 1848. Les anciens esclaves deviennent alors des citoyens à part entière. Éducation avec l'inquiétude des professeurs et des parents d'élèves face à la montée de la violence scolaire. Gilles de Robien devrait dans quelques semaines présenter un plan contre cette violence à l'école et pour tester ses idées, le ministre de l'Éducation a décidé de passer en revue les systèmes de prévention de nos voisins européens. Gilles de Robien était à Londres où il a visité l'école où est installé en permanence un policier, Nicolas Lemarinier, Madi Diawara. Bienvenue à Pimlico School, 1343 élèves de toutes les origines, âgés de 11 à 18 ans, parfois violents, et pour faire respecter l'ordre dans les couloirs, Dave Asserfold, un policier, affecté ici depuis 4 ans et adopté par tout le personnel. On se sent plus en sécurité, c'est facile, on n'a qu'à l'appeler au moindre petit problème. Dave Atherfold dispose de son propre bureau dans l'établissement et la mission qui lui est assignée se résume en un mot, prévention. Je m'occupe de tout ce dont un policier s'occupe normalement dans la rue, par exemple les vols, les détériorations. Mais je donne aussi des cours de civisme à l'intérieur même de l'école. Un modèle à suivre pour le ministre de l'Éducation français. Alors vous êtes policier. Gilles de Robien est venu sur place pour tirer les enseignements de l'expérience britannique, adaptable en France selon lui. Il n'y a pas de raison que des grands services de l'État comme la police et l'éducation nationale ne puissent pas travailler de façon plus étroite en France. Ici on a en tout cas un exemple d'intégration de la police tout à fait réussi. Nous sommes venus chercher ici des idées ou valider... Mais face au ministre, quelques enseignants de l'école nuancent l'efficacité du policier dans certains cas. Des élèves qui sont déjà, si vous voulez, un peu plus loin dans la rébellion et dans le refus de l'école, qui vont pas le prendre au sérieux. L'école Pimlico est toutefois citée en exemple. Grâce à la présence du policier, les comportements se sont assagis et les résultats scolaires se sont améliorés. L'opération des pièces jaunes qui permettent d'améliorer la vie quotidienne des enfants et des adolescents à l'hôpital. Pour cette 17e édition, le TGV pièces jaunes est arrivé en gare de Nice. Bernadette Chirac et David Douillet, parrains de l'opération, étaient sur place. L'inquiétude grandit, on est sans nouvelles de l'alpiniste Jean-Christophe Lafaille, parti en solitaire à l'assaut d'un des sommets de l'Himalaya au Népal. Celui qui a déjà gravi 11 sommets de plus de 8000 mètres n'a pas donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi. Demain, des recherches aériennes devraient commencer à Chamonix. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. J'ai essayé de ne pas me stresser et puis j'ai essayé de bien aller cool. Déjà, j'aurais pas de sac à dos, enfin j'aurais tout sac à dos, ça va faire du bien. C'était il y a 3 jours, l'une des dernières conversations de Jean-Christophe Lafaille avec son épouse Katia. Quelques heures plus tard, il partait affronter ce sommet de 8481 mètres, le Makalu. Depuis, son équipe est sans nouvelles. L'alpiniste aurait dû rejoindre son camp de base hier midi, un retard qui à cette altitude laisse peu d'espoir. On est au-dessus de 7500 mètres. S'il lui est arrivé un problème, c'est peut-être 8000 ou en dessous. Et dans cette zone-là, eh bien, le corps se dégrade très vite, malgré qu'il soit extrêmement expérimenté. Là-haut, Jean-Christophe Lafaille devait traverser une zone de sérac et de crevasses. Himalayiste confirmé, il avait déjà gravi 11 des 14 sommets mythiques de plus de 8000 mètres. Ce qui m'attire là-bas,
c'est d'aller grimper un petit peu comme dans les Alpes, dans des choses techniques, mais en même temps dans un endroit où je sais que personne pourra venir, très certainement, pourra venir me secourir. Et du coup, je grimpe dans une forme d'alpinisme très instinctive, c'est-à-dire qu'il faut que je sois toujours à l'écoute de moi-même. Et l'homme a des ressources. En 1992, il avait perdu son compagnon de cordée dans l'Annapurna. Il était redescendu 5 jours plus tard, sans matériel, un bras brisé. Il suffit qu'il soit blessé, pas forcément en haute altitude, mais qu'il mette du temps à rentrer plus que prévu. Donc il faut attendre et espérer. Demain, une reconnaissance aérienne devrait être organisée sur cette montagne que les alpinistes français surnomment le sommet du bonheur, aujourd'hui bien mal nommé. En Australie, l'Open de tennis de Melbourne avec la finale homme. C'est le Suisse Roger Federer qui l'a emporté en battant le Chypriote Marcos Baghdatis en 4-7. 5-7, 7-5, 6-0, 6-2. Le numéro 1 mondial signe sa deuxième victoire à l'Open d'Australie et le 7e titre majeur de sa carrière. Un champion donc visiblement très ému. Cinéma avec la sortie très attendue des Bronzés 3, Amis pour la vie. Les mêmes empires, comme le dit la bande-annonce. 25 ans après se retrouvent les acteurs emblématiques de cette comédie qui a marqué les esprits et fait recette. Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, sous la direction du même réalisateur, Patrice Lecomte. Une vraie affiche. Pascal Deschamps, Virginie Travers. Vous me reconnaissez quand même? C'est qui? Jean-Claude Duss. Bien sûr qu'on les reconnaît. Il faut dire qu'on les a jamais vraiment perdus de vue. Un peu comme si on avait vieilli avec eux, sûr qu'un jour on les retrouverait ensemble avec les Bronzés, ces 6 personnages dont les défauts ressemblent tellement aux nôtres. Et Madame Giuseppe, toujours morte. Ah, formidable. Et les enfants? Ils sont mortes aussi. Ah bah, comme ça vous êtes tranquille. Avance, merde! D'un seul coup, on retrouve des personnages qu'on a travaillé, qu'on a incarnés 27 ans auparavant, ce qui est très rare dans la carrière d'un acteur. Et donc, on voyait les temps passer. Voilà, on s'est retrouvés tous ensemble et le temps, d'un seul coup, était concret. Les voilà donc en Sardaigne, dans l'hôtel que gère Popeye pour des retrouvailles agitées. Amour, soleil, jalousie et règlement de compte. Question intrigue, il a fallu innover. Tu vas être la première personne à qui je l'annonce. Je vais me remarier. Je sais pas très bien ce qu'elle fait avec le coiffeur à Moumout, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Jouer quelqu'un qui cherche des ouvertures ou cherche à conclure, c'est marrant quand on a 25 ans. Quand on a 50, c'est pathétique et c'est pas drôle. Quand on va sur les sites, tu sais, où les gens discutent entre eux, ils se demandaient mais comment ils vont faire avec Michel qui a tellement changé physiquement, qui était si mec quand il était jeune et qui maintenant est si costaud. Faut pas exagérer non plus. Je voudrais bien savoir qui c'est qui a baisé ma femme. J'en ai marre d'avoir en face de moi un type aussi buté borné que toi. Je ne transigerai pas sur l'amitié. À l'amitié. Amis pour la vie, dit la pub, et c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux, ces groupes qui 27 ans après se reforment. Il a sans doute fallu pour ça que chacun vole de ses propres ailes. Et le fait de s'être épanoui chacun dans ce qu'on faisait fait qu'on s'est mis dans cette écriture et dans ce film à fond, sans retenue, sans se dire je voudrais dire ça que j'ai jamais dit ou machin. Non, voilà. L'ego est collectif. On a envie de faire le film le plus drôle possible, en équilibrant évidemment les rôles, mais à aucun moment c'est pour sa pomme, c'est pour la grosse pomme, quoi. J'étais sûr qu'il réagirait comme un... Une grosse pomme dans laquelle le public ne manquera pas de croquer mercredi, sans doute plus angoissé que l'équipe, à l'idée de ne pas retrouver ces Bronzés devenus cultes. Ah non, je vais pas passer la nuit là, on va pas me refaire le coup. Les défilés de prêt-à-porter masculin avec ce soir sur les podiums les collections Yves Saint Laurent et Galliano. D'un côté le chic et le classicisme, de l'autre l'exubérance et l'avant-garde. Estelle Collin, Mathieu Drojon. Grimé, casqué, déguisé, bienvenue dans le monde fantastique de John Galliano. Côté podium, une succession de silhouettes excentriques. Côté coulisses, un public d'initiés qui sait parfaitement décoder. Finalement, quand on prend morceau par morceau, eh ben, c'est tout à fait portable. Bousculé, dérangé, perturbé, du Galliano pur jus. Au final, une collection parfaitement maîtrisée pour clients avisés. Il ne faudrait tout de même pas être complètement dupe. La réalité, c'est que ni vous ni moi sommes habillés en total look. On mélange des trucs différents. C'est comme ça que l'on fait du shopping aujourd'hui. Loin de la fureur de Galliano, le calme du studio de Stefano. Stefano Pilati aux commandes de la maison Saint-Laurent depuis 2 ans.
Ambitieux mais pas flambeur, discret mais pas timide, l'homme avoue avoir un faible pour la sobriété, bref, avoir un faible pour une collection qui lui ressemble un peu. Ah oui, ça c'est sûr, non, je ne pourrais pas faire différemment. Quand vous dessinez l'homme, c'est vous que vous projetez? Si. Si, oui, absolument. Sur le podium, du velours, du cachemire, de la fourrure, tout en légèreté. Des vestes déconstruites, tout en modernité. Bref, tous les codes d'une élégance urbaine, chic, un brin désinvolte, tout ce qui lui ressemble tant. L'embellie semble donc bien se dessiner pour Saint-Laurent depuis que cet Italien de 40 ans s'est lancé à l'assaut de ce monument. Et comme chaque soir depuis le début de la semaine, notre campagne sur le développement durable, France 2 s'est associée à l'initiative de Yann Arthus Bertrand dans les écoles. Une image de la Terre vue du ciel, un clip pour nous sensibiliser à l'environnement. En France, la production annuelle de déchets a doublé en 40 ans. Ça fait beaucoup trop de déchets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de travailler à réduire en amont cette production de déchets. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est possible. Quand on va faire ses courses, il suffit de réfléchir un petit peu au type de produit qu'on achète. Est-ce qu'on prend des recharges au lieu d'acheter la bouteille complète qu'on a déjà à la maison? Voilà. Ce type de raisonnement, il faut l'avoir à chaque fois qu'on va faire son acte d'achat. Et vous verrez, vous allez beaucoup moins produire de déchets et ça vous coûte moins cher. Et là aussi, c'est important. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet. 20h50, le négociateur. Minuit 35, le dernier journal, présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Renaud Donnelieu de Vabre. 13h, vous retrouverez Élise Lucet. À 20h, David Pujadas. Et puis, en deuxième partie de soirée, complément d'enquête, Benoît Duquesne revient sur le procès d'Outreau. Excellente fin de soirée sur France 2.